Bienvenue à tous, c'est l'heure du décryptage. Au sommaire aujourd'hui, la guerre d'Obama contre les armes à feu et une esquisse de bilan sécuritaire et social des 7 ans du président américain à la Maison-Blanche. L'œil humide et la voix tremblotante, Barack Obama a ému l'Amérique et le monde entier le 5 janvier, alors qu'il dévoilait une série de mesures à défaut d'imposer une nouvelle législation sur les armes à feu. De son propre aveu, c'est l'un des plus grands échecs de son mandat. En effet, 2 mandats n'ont pas suffi à Obama pour mettre un terme aux tueries à répétition qui ensanglantent régulièrement les États-Unis. Dans un pays qui compte environ 300 millions d'armes à feu pour 318 millions d'habitants, où le droit de porter une arme est constitutionnellement garanti et où le fléau de la violence par arme à feu fait plus de 30 000 victimes chaque année. Échec, mais pas encore mat. Le président américain entend corriger la situation, quitte à court-circuiter le Congrès et sa majorité républicaine, quitte à hérisser les poils des puissants lobbies des armes à feu. Jusqu'où peut-il aller? Les larmes d'Obama auront-elles raison des armes à feu? Pour en parler, nous recevons Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Nous le retrouvons juste après cette mise au point. C'est une mesure qui marquera sans doute la fin de mandat de Barack Obama. Le président américain pugnace a présenté ce 5 janvier une série de mesures pour contrôler la vente d'armes à feu aux États-Unis. Lors d'un discours où il a fustigé la prise en otage du pays par le puissant lobby des armes à feu, il a appelé les citoyens à se rassembler pour défier le Congrès. Égrenant la liste des fusillades qui ont le plus marqué les États-Unis, l'homme le plus puissant du monde a même écrasé quelques larmes, un grand moment d'émotion. Our unalienable right to life and liberty and the pursuit of happiness, those rights were stripped from college kids in Blacksburg and Santa Barbara. Notre droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur, ces droits ont été niés à des étudiants universitaires de Blacksburg et à Santa Barbara et à des lycéens de Columbine et à des écoliers de Newton, des écoliers et à toutes les familles qui n'auraient jamais imaginé qu'un être aimé leur serait enlevé avec une balle d'arme à feu. À chaque fois que je pense à ces enfants, je suis en colère. Et par ailleurs, cela arrive dans les rues de Chicago tous les jours. Every time I think about those kids, it gets me mad. And by the way, it happens on the streets of Chicago every day. Pour Barack Obama, il faudrait s'assurer qu'un enfant ne puisse pas ouvrir un tube d'aspirine autant qu'il ne puisse pas appuyer sur la gâchette d'un revolver. Il préconise de trouver des solutions pour réduire les violences liées aux armes à feu, en accord avec le second amendement de la Constitution américaine qui sacralise le droit de chaque Américain à posséder une arme à feu. Même la NRA soutenait un élargissement du contrôle des antécédents et d'ailleurs la plupart des électeurs républicains le soutiennent toujours. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés au point où les gens pensent que de demander un contrôle complet des antécédents revient à leur enlever leurs armes? La mesure phare de ces décrets consiste à exiger de tous les vendeurs d'armes à feu qu'ils contrôlent les antécédents judiciaires et psychiatriques de leurs acheteurs, une obligation à laquelle échappent actuellement ceux qui les vendent sur Internet ou dans les foires itinérantes. L'initiative du président, apportée certes symbolique, suscite en Amérique une véritable tempête politique. Les lobbies ne sont pas sur la même longueur d'onde que le président. Pour eux, les décrets présidentiels sont illégaux. Pour le leader du Gun Owner of America, la deuxième organisation pro-armes aux États-Unis derrière la NRA, les décrets sont une usurpation du pouvoir et ils ne sont pas acceptables au regard de la Constitution américaine. Alors, merci cher Maître Éric Emmanuel Sosa d'avoir accepté notre invitation. Commençons, si vous le voulez bien, avec un arrêt sur image. C'est l'arme d'Obama. Qu'avez-vous vu? Un aveu d'impuissance ou le signe de la fragilité de l'homme ou peut-être un calcul politique? Bien, je pense que là, nous sommes en présence d'un chef d'État qui est en véritable empathie avec la population de son pays. Il faut dire que le président Obama, un peu différemment de tout autre chef d'État, a un mandat très marqué par ce problème et je pense que dans aucun pays civilisé au monde, nous n'avons un phénomène similaire. C'est la raison pour laquelle, dès qu'il est entré en fonction, le président Obama a à chaque fois
fait résonner comme un marqueur important le combat contre les armes à feu dans son pays et a toujours souhaité apporter des modifications à ce second amendement qui est devenu sacro-saint et qui est en quelque sorte une partie de l'ADN des États-Unis, mais là c'est un ADN malade. Alors, est-ce que vous pensez que les larmes sont devenues une arme de conviction en politique? Parce qu'on l'observe, c'est un phénomène un peu général aujourd'hui. On a vu Alain Juppé pleurer en direct, en tout cas griller une larme à la télé. On a vu beaucoup de politiques aujourd'hui qui commencent par montrer un peu de pathos, on va dire. Oui, c'est vrai que c'est un peu dommage. On aimerait les voir autrement que dans le rôle de nounou ou d'infirmière. Mais en réalité, je pense qu'il n'est pas malsain pour un homme politique de faire rejaillir la part d'humanité qu'il porte en lui. Et ce ne sont pas des machines, heureusement. Et de temps en temps, il est bon que ce qu'ils ressentent ressorte et que la population qu'ils sont censés diriger, de temps en temps, sentent qu'ils partagent les problèmes qu'ils ont et les douleurs. Mais il ne faut pas que ce soit non plus de la politique spectacle et que ce soit l'argument lacrymal qui l'emporte sur les arguments effectifs sur le terrain. Alors, dans ces larmes-là, est-ce que vous l'avez senti un peu dans une posture churchillienne un peu? Je n'ai rien d'autre à vous offrir que les larmes et du sang. Est-ce que c'est dans cette logique-là? Absolument, pas du tout. En connaissant Obama un tout petit peu, je dirais qu'il n'y a pas dans cette image-là de calcul politique. Nous sommes en présence d'un chef d'État qui est en fin de parcours, qui a déjà fait toutes ses preuves et qui est en train de réaliser que malheureusement, à son âme défendant, ce qu'il a souhaité faire de plus important et de plus cher ne pourra pas être accompli et c'est peut-être pour ça qu'il écrase une larme, mais aussi il le fait probablement par un envahissement émotionnel, en empathie avec les gens qui sont les victimes malheureuses de ce second amendement, je pense. Alors, on a une impression que ce combat-là est un peu perdu d'avance parce qu'il a eu beaucoup de temps pour le faire. Il y a la question du timing aussi. 7 ans sans grand-chose, voilà. Oui, mais si c'était facile à faire, je crois que beaucoup d'autres avant lui l'auraient fait. Il faut quand même rappeler, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, et la réaction qu'on avait eue a également permis de situer un peu l'arithmétique dramatique de cette situation. On a chaque fois 30 000 victimes chaque année. Vous vous rendez compte, parfois, même dans des pays en guerre, on n'arrive pas à ce nombre-là. Et là, nous sommes dans un pays en paix. Nous sommes en temps de paix et, comme disait le président Khrouchtchev, à un moment donné, s'agissant des États-Unis, nous n'avons même pas besoin de leur faire la guerre. Ils ont le temps de s'entretuer tout seuls. Ils auront fait le job à notre place. C'est un peu ça ce qui se passe. Et vous voyez, dans aucune grande puissance, nous avons un phénomène similaire. Regardez le Canada à côté. C'est un pays qui est probablement aussi grand, géographiquement, culturellement très proche, en taille, mais ils n'ont pas de problème similaire. Et le droit à la protection de la vie publique et privée est un droit régalien. Il est exercé par l'État. Et là, on a l'impression qu'en fait, il y a une défiance de l'État. C'est le résultat de la théorie des checks and balances aux États-Unis qui fait que le président des États-Unis est considéré comme quelqu'un qui détient des pouvoirs très étendus et pour justement limiter ses pouvoirs, il est à chaque fois empêché dans ses élans un peu autoritaires par un Congrès qui, quand il lui est hostile, l'empêche littéralement de faire, d'appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Dans le cas d'espèce, le problème, clairement, c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine. Est-ce que vous pensez que cet amendement-là est réformable? Bien. Un président aura-t-il la volonté, la possibilité au Congrès et assez de puissance pour dépasser les réticences américaines? Parce qu'on a l'impression que les Américains n'ont jamais quitté le Far West, quoi. C'est un peu l'esprit du Far West qui les habite. Bien, dans une veine shakespearienne, je vous dirais, là où il y a une volonté, il y a un chemin.
Mais là, malheureusement, le chemin est très long, malgré la volonté très affichée par le président Obama de corriger les dérives de ce second amendement. Quel est le problème? Vous savez, pour amender un amendement, ou quelque article que ce soit de la Constitution américaine, la technicité veut que d'abord on ait les 2/3 du Congrès ou les 2/3 d'un État qui demande une convention. Et ensuite, il faut les 3/4 du Congrès pour ratifier l'amendement. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, avec la bipolarisation à l'extrême du schéma politique, du spectrum politique américain, il est quasiment impossible d'obtenir ce quorum-là. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à amender ou à modifier le second amendement. Et le problème de ce second amendement, vous vous rendez compte, ça fait 225 ans que ce second amendement a été voté. Et depuis 225 ans, on se rend bien compte. On a même eu une guerre civile. Mais bon, en réalité, bon, le droit de porter des armes, qui est devenu finalement un droit revendiqué par chaque Américain comme l'expression d'une liberté, est devenu finalement une licence pour tuer. Parce que dans la plupart des cas, presque plus de 90% des cas, on est très loin d'un schéma de légitime défense. Ce serait efficace si au moins on était dans des scénarios de légitime défense. Or là, c'est pas du tout ça. Et les mesures que le président Obama veut prendre par décret. Justement, par rapport à ces mesures, est-ce que vous les trouvez à la hauteur de l'argument lacrymal qu'il avance? Malheureusement pas. Malheureusement pas, parce que en fait, s'il s'agit de vérifier les antécédents criminels des gens qui sont candidats à l'achat d'une arme à feu, bah, je dirais, il suffit d'une première fois et on est dans le drame total. Donc, ça sert à quoi de vérifier l'antécédent de quelqu'un qui a des intentions criminelles, qui va s'équiper d'une arme de guerre sans aucun antécédent? En fait, ce n'est pas ces antécédents qui sont en fait le problème. Est-ce que les antécédents ne sont pas un indicateur par rapport à la récidive un peu? Ou parfois c'est pour les déséquilibrer un peu, des gens qui sont... Oui, bon, mais malheureusement... Qui finissent serial killer et mass killer, on va dire. Dans 90% des cas de drames et de tueries massives par arme à feu aux États-Unis, ce sont des gens comme vous et moi. Des gens sains d'esprit. Prétendument, sains d'esprit. On a rarement vu plaider l'insanité d'esprit ou le déséquilibre mental des auteurs de ces crimes. En général, les auteurs de ces crimes finissent par être abattus ou se suicident. Oui. Du coup, on ne sera pas suffisamment renseigné sur leur état mental. C'est vrai, mais parfois, il arrive qu'on les maîtrise et on se rend compte que ce sont des gens qui ne souffrent pas de déficience mentale particulière. Hein. Alors, est-ce que donc, de votre point de vue, les décrets de moment ne vont pas assez loin? Non. Jusqu'où peut-il aller? Je crois qu'il a atteint... Jusqu'où devrait-il aller? Il a atteint l'extrémité de sa limite. Parce que, aujourd'hui, si vous voulez, de toute façon, les républicains sont formels là-dessus. Si les décrets d'Obama passent, s'ils prennent le pouvoir, immédiatement, ils les mettent à néant. Donc, le problème est que... aujourd'hui, il ne se trouvera jamais de majorité suffisamment qualifiée au Congrès pour permettre la modification du second amendement. Donc aujourd'hui, le président Obama, en fin de mandat, c'est le lame duck, en quelque sorte. Bon, un chef d'État qui n'a plus aucun enjeu politicien n'a pas non plus la totalité des pouvoirs, parce que même s'il n'a plus, je dirais, de calcul politicien à faire, c'est justement pour cela qu'il est marqué à la culotte, en quelque sorte, par un Parlement qui lui est hostile. Là, dans ce cas, on a tellement peur que, n'ayant plus peur justement de choquer un électorat quelconque, ils prennent des mesures, ce qu'ils appellent les Midnight Regulations, c'est-à-dire des réglementations ou des lois qui sont prises au coin du feu la nuit. Les Américains sont allergiques à cela et c'est la raison pour laquelle le Congrès ne laissera jamais faire. Alors, pour utiliser un jeu de mots, on peut dire qu'Obama vient de griller sa dernière cartouche sur cette question. Je pense que la métaphore est tout à fait indiquée, oui.
que dire aujourd'hui de la pérennité de ces décrets-là? Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ça dans les mesures prises dans un coin du feu la nuit. Est-ce qu'elles ne sont pas menacées? Vu que les candidats républicains à l'investiture républicaine, tous ont promis de revenir dessus. Oui, vent debout. En fait, ce problème est la ligne de démarcation entre républicains et démocrates. Le problème, c'est que le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis dit une chose. Une milice bien organisée étant nécessaire pour la sûreté d'un État libre, le droit pour les citoyens de porter des armes ne doit pas être transgressé. Alors, pour les démocrates, c'est la milice bien organisée qui est leur élément principal de raisonnement. Pour les républicains, c'est le droit pour chaque citoyen de porter des armes qui est l'élément principal de protection. Alors, la Cour suprême des États-Unis, malheureusement, n'a pas beaucoup aidé le président Obama. Sous le règne du président Obama, il y a eu 2 arrêts de la Cour suprême. Un arrêt McDonald contre Chicago qui a renforcé le droit des citoyens de porter des armes de poing. Et il y a eu un autre arrêt, je crois que c'est Heller contre Washington DC, qui va dans le même sens. Donc, en réalité, la Cour suprême va dans un durcissement, de sorte que Obama se trouve un peu solitaire. Donc en faisant, vous voyez, bon, dans le système américain, les 3 pouvoirs, donc vous avez le législatif et le judiciaire qui sont contre, et il n'y a plus que l'exécutif. Or, c'est de l'exécutif dont on a le plus peur et c'est celui dont on se méfie. Alors, à partir de ce moment-là, il aura du mal à, je crois, supplanter la version de ces 2 pouvoirs qui le contrebalancent. Dans le panier de mesures proposées par Barack Obama, il a évoqué la possibilité de recourir à des smart guns. C'est-à-dire, c'est l'équivalent pour les armes des smartphones, des armes intelligentes. Oui. C'est-à-dire que des armes qui seraient utilisées avec empreinte digitale à usage personnalisé. Est-ce que vous pensez que des pistes comme ça pourraient intéresser? Oui, on est dans la gadgetisation totale. Vous savez, de la même façon qu'on parle de smart gun, je dirais, parlons des baïonnettes intelligentes. La théorie de la baïonnette intelligente, c'est que, bon, on s'attend à ce que celui qui est derrière l'arme utilise son bon sens et son intelligence, justement. Or, la plupart de ces fous furieux qui vont faire le rodéo en ville et qui enlèvent la vie des gens, ils n'ont pas, à mon avis, beaucoup de jugeote. Et c'est la raison pour laquelle, si ce sont les armes qui doivent être intelligentes et pas les utilisateurs, on a un sérieux problème de société. Donc ça veut dire que la technologie ne fera pas ce que l'humain a échoué à faire? Non, parce qu'en réalité, c'est le résultat final qui compte. Alors, ça, on sera bien avancé quand, avec une arme intelligente, on aura tué 20 personnes qui ne vous ont rien fait. Et ça nous aura avancé à quoi? L'arme a beau être intelligente, si elle est létale, le résultat est le même. C'est plutôt parler à la conscience des gens, et je pense qu'on devrait, dans une société civilisée et où un État exerce la plénitude de ses prérogatives, maîtriser ces élans un peu guerrières de quelques citoyens et les empêcher de posséder des armes de guerre me semble être une réglementation souhaitable. Alors, est-ce que les États-Unis, qui se présentent internationalement comme la première démocratie au monde, hein, même qu'ils font des guerres pour l'exporter, on l'a vu récemment avec des fortunes un peu qui laissent à désirer, comment est-ce qu'on peut comprendre que cet État-là, qui derrière la vitrine démocratique, libérale et tout, est l'incarnation de l'État obésien un peu, c'est-à-dire que cette puissance militaire, un complexe militaro-industriel très puissant. Et malgré cela, les citoyens américains se sentent en obligation de posséder une arme pour se protéger. Comment est-ce que la société américaine se vit? Oui, je crois que ça remonte à l'histoire des États-Unis même. Et le problème posé par le deuxième amendement de la Constitution américaine, c'est que c'est un peu le marqueur de leur histoire. C'était les colons anglais et ce droit qu'ils avaient de porter des armes, parce qu'à l'époque, il y avait la conscription et on appelait les citoyens et ils venaient faire la guerre avec leurs propres armes. Donc ils ont
en quelque sorte exporté ça sur le sol américain. Et en 1791, les auteurs de la Constitution américaine, les Madison, George Washington, Jefferson et tout ça, mais ce sont des gens qui ont une grande proximité avec cette culture anglo-saxonne. Et donc, du coup, pour eux, ça paraissait naturel et compréhensible. Aujourd'hui, c'est complètement anachronique. Mais comme ça a été, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui a toujours été un point de friction entre les démocrates et les républicains, ça devient un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc c'est davantage un problème politique. Barack Obama a évoqué dans son discours du 5 janvier la prise en otage des États-Unis par les lobbies. Oui. Mais ça pose problème. C'est d'où là-bas l'aveu d'impuissance un peu. Comment est-ce que dans une démocratie, l'action gouvernementale, l'action politique peut être autant paralysée par des groupes de pression que sont les lobbies? Bien, alors vous le dites bien, comment est-ce que dans une démocratie, l'action politique peut être prise en otage par des groupes de pression? Mais il faut voir un peu quel type de démocratie on a. Nous avons une démocratie qui est, aux États-Unis en tout cas, dopée par la finance. C'est-à-dire que vous n'avez pas un seul chef d'État, un seul président américain qui puisse être élu s'il n'a pas mobilisé derrière lui des gros lobbies. Et à partir de ce moment-là, à un moment donné, il vous présente l'addition. Alors, quand à un moment donné, ces gens-là vous ont permis de vous asseoir sur le fauteuil et que vous attentez à leurs intérêts, vous aurez des problèmes et ils ont des moyens de vous le faire savoir. C'est là le problème. Alors, quand on parle de démocratie, il faut voir aussi par quelle modalité on y parvient. Et c'est pas parce qu'on dit démocratie que c'est nécessairement vertueux. Obama est apparemment décidé à jouer son héritage politique à qui tout double, on va dire, sur cette question des armes à feu. Est-ce que vous pensez que c'est pas perdu d'avance un peu pour lui? Écoutez, je pense qu'il a raison de le faire. Il n'a pas le choix. En tout cas, on lui accordera le bénéfice de la bonne foi. Si le résultat n'est pas au rendez-vous comme il le souhaite, il aura quand même sans cesse œuvré pour la modification de cette situation qui est dramatique. Et je pense que probablement après la Maison-Blanche, puisqu'il y a une vie après la Maison-Blanche, il continuera toujours à se battre pour qu'un jour les caciques républicains comprennent qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Avoir des armes aujourd'hui, si c'est pour se protéger, ça se comprend, mais si c'est pour avoir le droit de tuer, c'est très problématique. Il n'a pas réussi grand-chose sur la question des armes à feu, mais Barack Obama aura un bilan. Quel est-il selon vous? Je pense que il positif, est négatif. 7 ans déjà. Hein. Alors, oui. Que va-t-il rester? Quel legs d'Obama pour le président noir, le premier président noir de l'histoire américaine? Que va-t-il laisser derrière lui? Bien. Alors, je pense que là-dessus aussi, il faut recourir un peu à l'histoire. Lorsque Roosevelt, je parle de Franklin Roosevelt, pendant les années de guerre, le président démocrate qui est le seul à avoir fait 3 mandats, pendant les années de guerre était aux affaires, il n'y a pas eu de président plus critiqué que lui. Et aujourd'hui, on se rend compte que son New Deal a été une politique formidable parce que ça a permis de sauver les États-Unis de la débâcle. Eh bien, le Stimulus Package et le plan de relance le plan de relance de 2008 d'Obama a été le Recovery and Reinvesting Act d'Obama a été quelque chose qui a été inédit dans l'histoire des États-Unis. 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars. Pour sauver les banques. Pour sauver les banques et l'industrie automobile. Jamais on a vu ça. Quand il avait commencé, on avait dit que c'était... Dans le pays de l'ultralibéralisme, de la dérégulation complète. On avait dit que c'était une mesure communiste, on l'avait traité de tous les mots, mais aujourd'hui, je pense que l'Amérique doit un peu son essor retrouvé aux effets bénéfiques de cette mesure-là. Et de temps en temps, il faut un État fort, capable, pour redresser les défaillances d'un système économique qui, parfois, mène à des crises. C'est à ça que doit servir une politique.
Bon, visiblement, vous expliquez que le bilan économique d'Obama sera jugé certainement dans un avenir proche positif. Oui. Mais est-ce que sur le plan sociétal, par rapport à tout ce qui se passe, hein, les armes à feu et tout, le mariage homosexuel et tout ça, on ne va pas lui mettre ça à l'actif de son bilan? Oui, un peu. Bon, alors, le problème du mariage des homosexuels, etc., bon, il y a des États, même aussi, on peut mettre à son actif la libéralisation du cannabis dans certains États. Bon, ça, ce sont des problèmes qui, aux États-Unis, ont toujours été très abrasifs comme sujet de société. Mais Obama a le courage, à chaque fois, de prendre des positions qui vont dans le sens du progrès sociétal, justement, et du progrès humain. Bon, on peut ne pas être pour, mais au moins, il a permis, aujourd'hui, par l'action de la loi, de corriger certaines inégalités. Et la protection des minorités sexuelles est une protection essentielle. Et on peut considérer que c'est une avancée des droits humains que de permettre dans une démocratie que des gens ne soient pas justement discriminés du fait de leur orientation sexuelle, comme ça a été le cas lorsque on discriminait les gens à cause de la couleur de leur peau. Alors, en tant que noir, en tant qu'Africain, je peux comprendre que certaines minorités revendiquent les mêmes droits que les gens de civil rights dans les années 60. C'est une bonne chose. Et le Medicare a été aussi Obamacare, rebaptisé Obamacare. Par dérision, mais dans tous les cas, je pense que là... Et les républicains promettent aussi de revenir... Ils auront beaucoup de mal, parce qu'aujourd'hui, on commence à en voir les effets. Et permettre à des gens qui sont dépourvus de tout moyen d'avoir accès à des soins médicaux me paraît être un acte humainement salutaire. Et quand un chef d'État prend sur lui, contre vents et marées, d'imposer cela dans la société qu'il est censé diriger, je pense que c'est une bonne chose. On peut le mettre également à son crédit. Maintenant, premier président noir des États-Unis, ce n'est pas rien, c'est déjà beaucoup de choses, mais bon, il ne va pas en rester que ça, heureusement. En même temps, sur le plan économique aussi, on peut dire qu'en 2008, quand il prenait les rênes du pays, les États-Unis étaient la première puissance économique de la planète. Frappés de plein fouet par le marasme. Aujourd'hui, ils ont été surclassés par la Chine. Oui, mais ça, ce n'est pas un effet Obama. Je dirais que Obama aurait bien voulu, mais avec... enfin, il a fait que la politique de ses moyens à ce moment-là. Hein, parce que, bon, pendant que les autres faisaient tout pour l'empêcher justement de mettre en œuvre les mesures sociales importantes qu'il voulait, les politiques économiques et financières audacieuses qu'il voulait, mais la Chine faisait tranquillement de la régulation dirigée. Enfin, du libéralisme dirigé, pour être plus précis. Et ça leur réussit apparemment. De I Have a Dream de Martin Luther King en 1963 à Black Lives Matter, le mouvement qui défend les Afro-Américains victimes de bavures policières. L'Amérique a changé, l'Amérique a un président noir, mais les Afro-Américains n'ont pas toujours leur place dans ce pays. Sortir aujourd'hui aux États-Unis, se balader, être de peau noire, ça peut te poser problème. Bon, je pense que là-dessus on caricature un peu. Parce que dans les... Il y a eu des études statistiques qui sont sorties récemment et qui ont démontré que, effectivement, c'est vrai, quand les victimes des bavures policières sont noires, c'est toujours beaucoup plus choquant. Mais en pourcentage, ça représente à peu près 4% des bavures policières, mais rapporté à la proportion de la minorité noire dans la population globale des États-Unis, effectivement, c'est important. Mais je dirais que les États-Unis, enfin tous les coins de rue de la Lavande ne sont pas des coupe-gorge quand on est noir.
ce n'est pas du tout une réalité. C'est probablement l'un des rares pays où, étant noir, justement, on peut se promener tranquillement. Il y a beaucoup de pays en Europe de l'Est et en Europe centrale où c'est beaucoup plus difficile d'être noir que ça ne l'est aux États-Unis. Croyez-moi. Les États-Unis, les Américains regretteront Obama quand il sera parti? Est-ce qu'on aura des chances un jour de revoir notre président noir accéder au poste de président des États-Unis? Si un jour il y a un candidat qui a le même talent qu'Obama, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas élu. Les États-Unis ont dépassé les démons du racisme, cette période sombre de l'histoire américaine. Du racisme fondamental, oui. Mais il y a toujours des reliquats de racisme inconscient. Ça, si vous voulez, dans toutes les sociétés où il y a une... Cela se matérialise par les bavures aussi, on va dire. Oui, c'est vrai. Mais il y a des... J'écoutais ce matin sur France Inter, on disait en France, il y a une majorité de policiers qui votent Front National. Les fonctionnaires le Front National recrute de plus en plus dans le rang des fonctionnaires. Donc ceux qui sont en contact avec les minorités sont plus enclins à aller vers les extrêmes. Donc ça, c'est l'histoire de l'évolution du monde qui veut cela. Ce n'est pas une typicité des États-Unis, c'est quelque chose qui, à mon avis, est universellement partagé. Vous allez en Inde, quand vous avez la peau noire, par rapport à des Indiens de peau plus claire, vous avez probablement les mêmes difficultés. Dernier mot, quel héritage d'Obama pour l'Afrique? Là-dessus, malheureusement, on sera resté plus dans le discours que dans les actes. Mais je ne pense pas qu'il faille lui en vouloir parce que, étant d'origine africaine, il n'est ni plus ni moins que le président des États-Unis d'abord. Et il n'est pas africain avant d'être président des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce point-là, je voudrais qu'on le laisse un peu tranquille parce qu'il a déjà beaucoup fait. Et si ses prédécesseurs en avaient fait autant, l'Afrique aurait des raisons de gratitude vis-à-vis des États-Unis. Alors, merci, Maître Éric Emmanuel Sosa, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir passé cet agréable moment en notre compagnie pour décrypter un petit peu cette question des armes à feu, le dernier combat d'Obama, avant qu'il ne quittât la Maison-Blanche prochainement. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci de nous avoir suivis.